Bonjour à tous. Si vous êtes prêts, nous allons débuter. Il est à peu près 19 h. Je me présente, mon nom est Jacques Matt, je suis le président du comité provisoire de la Société d'histoire de Pont-Rouge. Je vous souhaite, au nom des membres du comité provisoire et à mon nom personnel, la plus cordiale des bienvenues à cette deuxième conférence aux membres de la Société d'histoire de Pont-Rouge, aux citoyens et citoyennes de Pont-Rouge, ainsi qu'à nos visiteurs qui se sont déplacés pour venir nous visiter aujourd'hui. Bienvenue également aussi à notre conférencier, M. Bernard Julien, à son épouse, Mme Julien, ainsi que sa fille qui l'accompagne. M. Julien, je sais que vos racines sont ici à Pont-Rouge ainsi qu'une partie de votre cœur est ici. Fait qu'on vous souhaite la plus cordiale des bienvenues, puis nous sommes bien heureux de vous accueillir. À notre première conférence, j'ai posé une question. Ce soir, j'ajouterai une deuxième question. La première question s'adresse à vous. Est-ce qu'il y a des personnes ici, ce soir, qui habitent à l'extérieur de la ville de Pont-Rouge? Levez votre main. Beaucoup de personnes. Merci. On vous souhaite la bienvenue. Ma deuxième question, quels sont ceux qui assistent pour la première fois à une conférence de la Société d'histoire de Pont-Rouge? Beaucoup de personnes. Alors, bienvenue à vous tous. Je veux profiter de cette occasion aussi pour remercier le conseil municipal de la ville de Pont-Rouge qui nous supporte, qui supporte la Société d'histoire depuis le tout début de sa fondation. Merci également à la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge qui a mis à notre disposition pour la tenue de cette conférence ce magnifique immeuble historique qu'est le Moulin Marcoux. Merci à la Corporation de sa précieuse collaboration. Ce soir, le déroulement va se dérouler en 3 parties. La première partie va être la conférence avec M. Julien comme tel. La deuxième partie va être la période de questions, parce que je présume que vous allez avoir plein de questions à lui poser. Et la troisième partie, je vais vous revenir pour vous donner aussi quelques nouvelles concernant, ça va être bref, au niveau de la Société d'histoire. J'ai demandé à notre conférencier, il y a plusieurs semaines, de me fournir un court texte de présentation. Le voici. Témoin d'une autre époque est le titre de la conférence de ce soir. Lorsqu'on parle d'une autre époque, comme vous le savez, on fait référence à la vie passée. Peut-être qu'on peut dire à la vie d'autrefois. Les témoignages de notre conférencier de ce soir, qui fait l'objet d'un livre, concernent plusieurs années de sa vie qu'il a vécu ici à Pont-Rouge, dans ce monde rural d'un jeune homme, fils d'un cultivateur du rang de Bois-de-Laye à Pont-Rouge, de cette autre époque qui gravite autour de la guerre 39-45. Je vais laisser le conférencier vous en dire davantage. Notre conférencier, M. Bernard Julien, natif de Pont-Rouge, il a fait des études classiques au Collège de Lévis, en lettres à l'Université Laval de Québec et en pédagogie à l'Université de Montréal. Il a été enseignant au séminaire de Mont-Laurier ainsi qu'à la polyvalente Saint-Joseph de Mont-Laurier. Maintenant retraité, il demeure à Mont-Laurier depuis 1958. Donc, sans plus tarder, accueillons notre conférencier, M. Bernard Julien. M. Julien, la parole est à vous. Vous dire que je suis ému de venir vous parler ce soir, c'est un fait parce que ça fait quand même 61 ans que j'ai quitté Pont-Rouge pour Mont-Laurier. Alors, ça me fait vraiment plaisir et c'est avec émotion que je vous parle. D'abord, je vais faire une courte présentation de moi. Je suis natif dans le rang du Grand Bois-de-Laye, Alphonse Julien, Anne-Marie Paquette. Je suis le dernier d'une famille de 7 enfants. À l'école du rang, j'en reparlerai un peu, mes frères disaient qu'il était peut-être une trentaine. Moi, quand je suis allé à l'école du rang, on avait fini, on était 9 dans la classe, dont 2 garçons et 7 filles. Je vais vous parler une petite anecdote, pourquoi je me suis rendu à Mont-Laurier. Il y a beaucoup de hasards dans la vie. J'avais fait 2 ans en théologie. Je sortais de théologie et je voulais aller travailler comme enseignant. J'avais fait certains commentaires, même Bécomo avait répondu à ma demande. Et en sortant de la messe, parce que j'y allais beaucoup à ce moment-là, et beaucoup y allaient, il y avait Irénée Leclerc. J'imagine que beaucoup de gens doivent le connaître. C'était le fils, si je ne me trompe pas, de Léger Leclerc qui était épicier. La maison était au coin de l'église. Alors, je le rencontre, il me dit, Bernard, il dit, ils ont besoin d'un professeur à Mont-Laurier, au séminaire. Je dis, correct. Alors, il dit, appelle le supérieur,
son nom, c'est un nommé Vachon. Vous comprenez tout de suite que c'est dans la région de la Beauce. Et dans le diocèse de Mont-Laurier, beaucoup de gens, beaucoup de prêtres venaient de l'extérieur, dont la région de Québec. Alors, il me demande ça, mais il me dit, alors, on n'avait pas le téléphone à la maison. Je suis allé téléphoner chez une de mes tantes, le supérieur. Il m'a dit, envoyez votre CV probablement. Et 3 jours après, moi, je travaillais chez Pollack. 3 jours après, je reçois un télégramme. Vous voyez un peu l'époque. C'était marqué « Proposition acceptée, envoi contrat ». Je n'avais pas eu d'entrevue, absolument rien. On m'avait engagé comme ça. À l'époque, puis j'en parle un peu parce que c'est le contexte tellement d'autrefois, je travaillais au magasin Pollack à Québec pendant les vacances. Et à ce moment-là, moi, je travaillais dans le département des chemises, cravates, les bas. Et il y avait toujours des ensembles à cette époque-là, bas et cravates. Il fallait que ça aille ensemble pour que ça aille bien. Puis je me souviens qu'il y en a qui me demandaient à un moment donné, puis j'étais tout à fait novice dans le domaine, dites-moi donc quel genre de cravate allait avec leur bas. Si ça avait été Justin Trudeau, j'aurais eu de la misère à donner. J'aurais eu de la misère à donner la couleur de la cravate. Toujours est-il que, à cette époque-là aussi, lorsque je travaillais au magasin, lorsqu'on commençait au début, on n'avait pas le droit de faire des factures et d'envoyer. Alors, on mettait ça dans une espèce de, je vais regarder ici, un pneumatique. On mettait le reçu, l'argent du client dans le pneumatique, qui s'en allait directement en haut. Et ensuite, le pneumatique revenait en bas et on remettait l'argent. On remettait l'argent au client. Je me suis rendu à Mont-Laurier, mais quand je suis parti de Pont-Rouge, je suis arrivé à Montréal et je voulais partir le matin. Finalement, le train venait de partir. Alors, j'ai passé la journée à la gare Windsor. Et le soir, le train partait de Montréal à 5 heures. C'était un samedi. Et le train était bondé. Et je me souviens, à la gare Windsor, il y avait un couple de mariés qui s'en allait en voyage de noces à Sainte-Adèle. C'était le gros voyage à l'époque. Sainte-Adèle, c'était vraiment aussi un endroit de villégiature, un endroit où les gens aimaient aller. Dans le train, j'étais debout, mais lorsqu'on est arrivé à Mont-Laurier, après 5 heures quand même, c'était long parce que le train arrêtait à toutes les stations. On restait 6 ou 7 dans le train, puis il y avait un curé dans le train qui me dit « Est-ce que c'est vous le nouveau professeur? » Parce que je n'étais pas connu, absolument pas de la région. Et quand je suis arrivé à Mont-Laurier, je le compte un peu parce que on m'avait renseigné sur une maison de pension et je suis allé là et c'était des gens qui venaient du comté de Portneuf. Un monsieur Matt, entre autres, de Saint-Ubalde, et sa dame était une dame d'Avio de Saint-Alban, ou quelque chose, ou l'inverse, là, mais je me sentais un peu, ils me considèrent un peu comme leur fils, parce que j'arrivais de l'extérieur et puis c'était des gens, disons, avec qui j'avais beaucoup d'affinités. Je vais vous donner maintenant le contexte dans lequel je vais vous parler ce soir. C'est la période de la guerre. Moi, je suis né en 1934. Comptez pas mon âge, ça arrive à 85 ans. Alors, et c'était l'époque de la guerre. Et pour mon père, il y avait, pour les parents, on était 6 garçons et une fille. Il avait toujours peur de l'enrôlement. Je me souviens que mon père détestait l'Angleterre. Il n'avait jamais vu un Anglais, mais l'Angleterre, pour lui, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas bon. Puis, une ironie du sort, j'avais peut-être 7 ou 8 ans. Il y avait un train sur notre terrain, il y avait un train qui avait déjà passé, qui s'appelait le Grand Tronc. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et il y avait un pont qui traversait la rivière Jacques-Cartier. Et on me disait qu'à l'époque, à un moment donné, si mes parents partaient sur la ligne de chemin de fer, ils pouvaient traverser le pont. Je pense qu'on devait arriver à Neuville ou quelque chose du genre. Et à ce moment-là, c'était des anglophones qui étaient, parce qu'on a défait le pont, c'était des anglophones qui sont venus et on en avait hébergé 2. Vous imaginez mon père, on ne comprenait absolument pas l'anglais. Eux autres ne parlaient pas français. Mais c'est avec un sourire que je me semble que mon père a dû accueillir ces anglophones à la maison. Le temps de la guerre, c'était aussi beaucoup de craintes et il y avait des trucs pour éviter l'enrôlement.
Il y en a qui se mutilaient, vous avez dû en entendre parler. Je me souviens aussi, je ne sais pas si c'est vrai, il y a des gens qui avalaient des cachets d'aspirine, de sorte que ça faisait quelque chose sur les poumons, et ils pouvaient être également exemptés à ce moment-là. Il y avait aussi des déserteurs, on en a parlé. D'abord, il y avait des gens qui se cachaient soit dans la cabane à sucre. Il y avait aussi des déserteurs, ceux qui avaient été enrôlés malgré leur désir. Et je me souviens, il y avait un de mes cousins qui demeurait dans le rang de l'Enfant Jésus. Il arrivait chez mon père, il y avait Alphonse Julien, puis il y avait aussi son frère Arthur Julien, je ne sais pas si ça dit quelque chose, c'était des voisins. Alors lui, il arrivait chez nous à la Brunante. Il passait quelques jours à la maison et ensuite il repartait le matin très tôt pour retourner dans sa famille pour ne pas être pris. Il y avait à cette époque-là aussi un chanteur, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, le Soldat Lebrun. Alors c'était des chansons un peu western ou country. C'était toujours les méfaits de la guerre, la fiancée qui attend son fiancé et qui ne revient pas. Et aussi, je me souviens, quand j'étais jeune, dans le rang du Grand Bois de l'Ail, on n'est pas tellement loin de Valcartier, il y avait des régiments qui passaient. Ça, c'était impressionnant, des gros camions verts, le vert bouteille, qui passaient dans le rang. Il y avait aussi des jeeps, aussi des plus petits. Il y avait aussi des troupes militaires qui passaient dans le rang du Grand Bois de l'Ail. Et l'hiver, ça m'avait impressionné. Ils étaient tous habillés en blanc pour simuler, pour empêcher d'être vus. C'est-à-dire que c'était vraiment de l'entraînement militaire à ce moment-là. Et je me souviens aussi, il passait des avions. Et j'aimais beaucoup être dehors. Et on voyait l'ombre des avions qui passaient. C'était une période d'insécurité. Et pour les parents, surtout mon père écoutait beaucoup la radio à ce moment-là, puis quels étaient les méfaits de la guerre. Je pense que je vais passer une page. Le but de cette rencontre, en fait, c'est pour certains, de rappeler certaines choses de la vie passée. Puis il y en a d'autres, c'est pour leur faire voir de quelle façon on vivait. Je ne suis pas un historien, donc n'attendez pas des détails très précis. Ce que je vous raconte, c'est un petit peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti à cette époque-là. Et pour le comprendre, une époque, la plupart du temps, c'est souvent, vous avez écouté peut-être Le Temps d'une paix, vous avez peut-être écouté Entre chien et loup, je ne sais pas, ou encore L'héritage. Par des images, on voit très bien ce qui se passe. De même on regarde aujourd'hui District 31, peut-être que vous l'avez manqué ce soir, mais il reste que ça nous montre un peu comment ça se passe dans le domaine policier. Puis si on veut quelque chose dans le monde de la prostitution, je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé Fugueuse, alors lire comment ça se passe dans ce monde-là, mais lorsqu'on voit de façon active, je ne me compare pas à eux, mais mon désir est un peu de vous raconter comment, moi, j'ai vécu cette époque. Et c'était une époque chez les cultivateurs. Alors, il y avait d'abord, puis le cultivateur il est un peu géré par les saisons. Je vais commencer par le printemps. Le printemps, et on le disait de temps en temps, c'est le mois des veaux. Je me souviens que mon père était très anxieux à cette période-là. Je sais que mon père, à tous les soirs, là, peu importe la période, il allait toujours faire un tour à l'étable, voir si tout était correct. Avant de se coucher, il allait à l'étable. Mais dans la saison où il y avait des veaux, c'était toujours l'inquiétude. Est-ce que la vache va valer ce soir? Puis une vache qui vale avec les veaux qui ont des grandes pattes, c'est quand même pas facile de regarder ça. Et puis mon père était toujours inquiet. En fouillant dans les dictionnaires, j'ai vu aussi que les petits de la vache, on l'appelle veau jusqu'à 1 an. Après ça, la femelle, c'est soit la génisse ou la tare. Pour le mâle, je me posais la question, je ne sais pas comment on les nommait. Le vrai nom, c'est bouvillon ou encore taurillon. Pour les veaux qui, à un moment donné, on gardait les plus beaux, c'est sûr. Ceux qui étaient trop faibles, on les tuait. Il y en a aussi qui étaient engraissés pour les veaux. Puis il y en a également aussi qu'on conservait pour avoir des vaches plus tard. Le printemps, c'est aussi le temps des sucres. Puis le temps des sucres, cette belle période, je pense, ça me rappelle tellement de bons souvenirs, pour faire la cueillette de l'érable, du sirop d'érable, il arrivait des années qu'on domptait un bœuf. Pourquoi un bœuf plutôt qu'un cheval?
je ne veux pas me tromper à ce niveau-là, mais je pense qu'un cheval, si à un moment donné, le cheval défonce, il peut se casser un pied facilement. Tandis qu'un bœuf, un bœuf plutôt, je ne sais pas pourquoi, mais c'était plus flexible, c'était moins dangereux qu'un cheval qui aurait pu se casser. D'ailleurs, un cheval, le printemps, les gens parfois avaient peur sur les chemins qui avaient été battus. À un moment donné, le printemps, des fois, la neige peut défoncer. Puis si le pied entre dans la neige, c'était possible que le cheval se casse une jambe. Je me souviens aussi, j'ai dû tourmenter mon père très longtemps. Je lui avais demandé d'aller, parce que quand on faisait bouillir le sirop d'érable, c'était nuit et jour. Je l'avais tellement tourmenté pour aller passer une nuit avec lui. Et c'est un des souvenirs très beaux. Mon père m'avait amené puis couché sur une paillasse de paille pendant toute la nuit, sentir le bois qui brûle, le sirop qui bout. Ça avait été vraiment une belle expérience. Puis le printemps aussi, à un moment donné, les nuits sont froides, puis la neige est devenue dure. Je me souviens que parfois, on descendait à la cabane à sucre à pied. On passait par-dessus, on ne calait pas sur la terre, sur la neige. Sur la croûte, oui. Le passage maintenant, le printemps, c'était aussi le passage à la cuisine d'été. La cuisine d'été, on l'appelait ça le fourni. C'est pas le vrai terme, le fourni. Puis en France, on dit le fourni, parce que ça se termine avec un L. Nous autres, on appelait ça le fourni, c'était la cuisine d'été. Et puis, le fourni, dans la vraie définition, c'est l'endroit où les gens faisaient cuire le pain, dans le four. Et puis, le fourni était normalement détaché de la maison principale, tandis que la cuisine d'été, c'était rattaché à la pièce principale. Le printemps, c'était aussi le plaisir, quand on était jeune, d'enlever nos souliers, nos bas et de courir nu-pieds. Puis je me souviens, mon père était toujours, mais là, la terre est trop fraîche, là, j'allais attraper le rhume, mais comme on est enfant, habituellement, on partait. Puis je dirais pas le plaisir au début, mais c'est que les pieds sont très sensibles. Puis quand il y a des roches, mais c'était un plaisir de s'endurcir. On passait l'été pieds nus. Sauf que c'était pas toujours le plaisir. C'est qu'à un moment donné, je me souviens, il y avait des boîtes de canage qu'on ouvrait, puis c'était toutes là, avec des brèches comme ça. J'avais mis complètement le pied dans une canne. Et puis, le grand remède, on mettait de la teinture d'iode. Et ça, c'était vraiment difficile à supporter. Et quand ça commençait à guérir, c'était du mercure au chrome. J'imagine que les gens doivent se souvenir de ça. Puis aussi, pieds nus, les vaches, à un moment donné, ils laissaient des belles tartes fumantes à certains endroits. Et puis, quand on courait, à un moment donné, le pied dans la tarte, et on disait, oh, je me suis coupé. Ça, je ne me souviens pas d'où peut venir l'expression, je me suis coupé. Aussi, l'été, on trayait, on disait tirer les vaches, on trayait les vaches à l'extérieur dans un enclos. Et on s'approchait des vaches, et puis les vaches restaient complètement immobiles, elles étaient complètement disponibles pour qu'on puisse les traire. Mais il arrivait des fois qu'il y avait des thons qui les piquaient, puis là, la vache partait. Il fallait absolument tenir bien notre chaudière pour pas qu'elle fasse la même chose. Le printemps, c'est aussi les semences. Puis les semences, d'abord, c'est... la première, je ne voudrais pas me tromper, Yvon est ici, peut-être que je ne voudrais pas me tromper. Le printemps, c'était de passer la herse sadique pour que puisse égrener les labours qui avaient été faits à l'automne. Après la herse sadique, si je ne me trompe pas, c'était la herse à dents, pour vraiment aplanir, parce que la herse à dents, à un moment donné, c'est une plateforme, puis avec des dents qui sont comme ça, de sorte que ça peut aplanir vraiment la terre, parce que la herse sadique, ça la fend, ça la brise. Puis après avoir passé la herse à disque, je pense que c'était le semoir. Après la herse à dents, c'était le semoir. Après avoir semé, bien, c'était le rouleau. Est-ce qu'on mettait de l'eau dans le rouleau? C'était assez pesant pour... Alors, bien sûr, le rouleau pour écraser un petit peu les mottes, et ensuite peut-être pour que les graines entrent bien en terre. L'été. Non, c'est pas pire.
L'été, pour le cultivateur, c'est vraiment la grande saison. C'est la saison la plus difficile, la plus ardue. Alors, l'été, d'abord, il y avait... Puis ma mère disait, c'était vraiment une fanatique de la terre. Elle disait, on est maître chez nous. Je me souviens que mon père, ouais, la température. T'es maître de la température, t'es esclave de la température plus que t'es maître de ton travail. Il y avait, puis pour le fauchage du foin, c'était très tôt le matin. Il fallait aussi qu'il décide le soir, est-ce qu'il va pleuvoir? C'était toujours dans l'indécision. Il le fauchait assez tôt le matin, pour ensuite être capable, un peu plus tard, de racler le foin qui avait été fauché la veille. Si c'était du trèfle, ça séchait beaucoup plus difficilement. Ça pouvait prendre peut-être 2 jours avant que ça soit sec. Tandis que quand c'était du mil, facilement, le lendemain, c'était possible de le faire. Et dans on n'avait pas de monte-charge. Alors, c'était la petite fourche qui montait ça dans la charrette, dans la charrette à foin. Et puis, jeune, bien, on foulait le foin. Puis, je me souviens, on était nu-pieds. Puis, dans le foin, des fois, il y a des chardons. Mais je pense qu'on venait la peau assez dure, qu'on était un peu, je dirais pas exempt, mais on était sûrement... on était sûrement quelque chose. Pour l'été aussi, moi, ce qui me reste beaucoup dans la tête, c'est l'odeur du foin coupé. Il me semble qu'il y a quelque chose, quand je passe dans le village, par exemple, quelqu'un a coupé son gazon, après quelques heures, il y a une espèce d'odeur qui se dégage de ça. Et puis ça, c'est resté, c'est-à-dire aussitôt que je sens cette odeur, ça me fait quelque chose. L'été aussi, ma mère faisait un grand jardin, il fallait sarcler. Puis quand on sarclait, c'était surtout, il y avait eu une pluie, disons, une journée ou 2 après, parce que quand la terre est trop sèche, ça ne va pas bien. Et c'était toujours le déplaisir des enfants d'aller sarcler. Mais la première chose que je me souviens, quand j'ai acheté une maison à Mont-Laurier, j'ai fait un jardin. Ça, c'est un peu ironique de le dire. Puis mon père, c'est-à-dire quand il partait les semis, c'était dans une couche chaude. Puis une couche, c'est ça une couche? Oui. Une couche chaude. Et puis c'était, il mettait, je me souviens que c'était du fumier de cheval qu'il mettait dans le fond. Ensuite, c'était recouvert de terre. Et là, ça faisait... Puis le soleil arrivant sur les vitres, ça chauffait également. Puis mon père cultivait du tabac. La culture du tabac, c'est pas facile. C'est-à-dire, d'abord, c'est très gelant. Puis je me souviens, quand on mettait le tabac en terre, il mettait un plant de tabac, et on appelait ça la gazette. Avec un morceau de gazette, on embrayait le tabac comme cette façon-là, un caillou de chaque côté, pour que le tabac ne gèle pas. Puis je me souviens aussi qu'à l'automne, le tabac, il fallait surveiller parce que c'était aussi très gelant. Puis, jeune, on nous demandait on rappelait ça rejeter le tabac, on enlevait les petites feuilles qui poussaient entre les grandes branches, et puis on venait les mains absolument noires, absolument gluantes, et puis ce n'était pas facile non plus à nettoyer. Quand je regardais le champ de tabac, vous allez peut-être le voir tantôt sur le... Puis mon père, le tabac, il le faisait sécher, il le hachait lui-même. Puis je me souviens qu'il appliquait des sacs bruns avec du tabac, puis il allait en vendre aux gens de Pont-Rouge qui voulaient... Puis le tabac, c'est vraiment pas pesant. Puis je regardais le champ de tabac, vous allez peut-être le voir tantôt, je me disais, si mon père avait vécu en 2019 un beau champ de cannabis avec... Je sais que mon père n'aurait pas fait, mais ça aurait été vraiment quelque chose. L'automne. L'automne, c'est le dépouillement, c'est la préparation à l'hiver, mais pour le cultivateur, c'est les labours. Moi, je me souviens, mon père partait le matin, souvent il ne revenait que le soir. Vous imaginez suivre un cheval, une journée... Moi, il me semble que je l'imagine, un cultivateur, d'abord, on n'était pas comme aujourd'hui, embrouillé avec toutes sortes d'idées, avec toutes sortes de... Alors, il devait y avoir une espèce de communication avec la terre. Puis, le soir, moi, je me souviens, vers 3h30, 4h, à la brunante, je voyais mon père revenir, je le regardais venir, puis il me semble que mon père disait qu'il aimait se labourer. Il me semble qu'il y avait quelque chose dans lui qui avait changé. Il me semble que c'était... Parce que le contact avec la nature, c'est vraiment quelque chose. C'était aussi... à l'automne, on arrachait les pommes de terre. Pour les pommes de terre, pour les arracher, c'était un trait de charrue.
Et ensuite, bien, ça faisait sortir les pommes de terre. On passait la journée à quatre pattes à sortir les pommes de terre, à les laisser sécher sur si on avait un bon soleil, pour pouvoir ensuite les rentrer dans la cave. L'automne, c'était aussi, on tendait au collet dans la forêt. Et puis, ce qu'on prenait surtout, c'était pas des lièvres, c'était des perdrix. Ça, c'est assez étonnant, mais on avait des petits... Puis moi, après l'école, à 4 heures, les vaches, quand elles revenaient, on appelait ça le chemin des vaches. Je me souviens qu'à bicyclette, je me rendais à la forêt, puis j'allais ramasser s'il y avait des lièvres, mais c'était surtout des perdrix. L'automne, c'était aussi le retour dans la grande cuisine. Puis il y avait une espèce d'odeur. Le poêle n'avait pas été chauffé pendant tout l'été, puis j'imagine qu'il mettait un petit peu quelque chose sur le poêle. Je ne me souviens pas quel genre il faisait. Puis le premier allumage du poêle, il y avait une espèce d'odeur qui était... on aimait ça chauffer, me semble, dans la grande cuisine d'hiver. Puis l'hiver, bien, c'est aussi... l'automne, bien, c'était le bûchage du bois. Et puis, je me souviens, une fois, puis, quand il y a un peu de neige puis qu'un arbre tombe, c'est vraiment impressionnant. Le bruit que ça fait, la neige qui tombe de chaque côté. Mon père m'avait amené, puis j'avais ébranché des petites branches, mais la hache avait glissé exactement sur le genou ici, là, complètement sur le genou. Je me souviens que mon père m'avait ramené sur son dos à la maison, et bien sûr, le truc, ça avait toujours été de la teinture d'iode, et ensuite du mercurochrome. Mais ça a pris une semaine quand même, puis je me souviens que c'était dans le temps de la Sainte-Catherine, il y avait de la neige, puis mes frères m'amenaient à l'école dans un traîneau. Pour moi, ça avait été une belle petite période où mes frères